Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouvel enregistrement, nouveau chapitre, chapitre 12 exactement du livre d'Arthur Firstenberg. On reste toujours sur le même ouvrage évidemment. Et ce 12e chapitre concerne la transformation du diabète. Chapitre passionnant, n'hésitez pas à le transmettre à vos proches, à vos connaissances qui sont atteints de diabète. Cela pourra sans doute amener un élément de compréhension vis-à-vis de ce dysfonctionnement qui les atteint. Alors, c'est parti, petit bloc-notes si vous en avez envie, installez-vous confortablement. Chapitre 12, la transformation du diabète. En 1859, à l'âge de 12 ans, le fils d'un marchand de bois et de céréales de Port Huron, dans le Michigan, a tendu une ligne télégraphique d'1,5 km entre sa maison et celle d'un ami, mettant les deux en communication électrique. À partir de ce jour, Thomas Alva Edison a été familiarisé avec les forces mystérieuses de l'électricité. Il a travaillé comme télégraphiste itinérant à l'âge de 15 ans jusqu'à ce qu'il se mette à son compte à Boston à 21 ans, fournissant un service télégraphique par ligne privée pour des entreprises de la ville. Il faisait courir les fils depuis les bureaux du centre-ville, le long des toits des maisons et des immeubles, jusqu'aux usines et aux entrepôts de la périphérie de la ville. À 29 ans, lorsqu'il déménagea son laboratoire dans un petit hameau du New Jersey, il avait apporté des améliorations à la technologie télégraphique et s'employait à perfectionner le téléphone nouvellement inventé. Le magicien de Menlo Park est devenu célèbre dans le monde entier en 1878 grâce à son invention du phonographe. Il s'est alors fixé une tâche beaucoup plus ambitieuse. Il rêvait d'éclairer les maisons des citoyens à l'électricité et de remplacer l'industrie de l'éclairage au gaz qui représentait 150 millions de dollars par an. Il avait déjà inventé l'ampoule électrique, des dynamos qui produisaient de l'électricité à tension constante et un système de distribution de l'électricité dans des circuits en parallèle. En novembre 1882, il a breveté le système de distribution à 3 fils que nous utilisons tous encore aujourd'hui. À peu près à cette époque, Edison a développé une maladie rare connue sous le nom de diabète. Un autre jeune homme, ayant grandi en Écosse, enseignait l'élocution dans une école de Bath en 1866, lorsqu'il a branché un système télégraphique fait maison entre sa maison et celle d'un voisin. 5 ans plus tard, il s'est retrouvé à enseigner le langage des sourds à Boston, où il était également professeur d'élocution à l'université. Mais il n'a pas renoncé à sa passion de toujours pour l'électricité. Un jour, un de ses étudiants sourds, dans la famille duquel il était pensionnaire, a jeté un coup d'œil dans sa chambre. J'ai trouvé le sol, les chaises, la table et même la commode couverts de fils, de batteries, de bobines, de boîtes à cigares et d'une masse indescriptible d'équipements divers, se souviendra-t-il bien des années plus tard. En 1876, après avoir breveté un certain nombre d'améliorations du télégraphe, Alexander Graham Bell inventa le téléphone, acquérant ainsi une renommée mondiale avant l'âge de 30 ans. Ses interminables problèmes de santé, graves maux de tête, insomnie, douleurs sciatiques, essoufflement, douleurs thoraciques, arythmie cardiaque et sensibilité anormale à la lumière datent de ses premières expériences avec l'électricité à Bath. En 1915, on lui a également diagnostiqué un diabète. Pour que l'auteur de ce livre se fasse une idée de la rareté du diabète, il a cherché dans les livres anciens de sa bibliothèque médicale. Arthur Firstenberg a d'abord consulté les ouvrages de Robert Witt, un médecin écossais du début et du milieu du XVIIIe siècle. Il n'a pas trouvé de mention du diabète dans ce volume de 750 pages. Le médecin américain John Brown, à la fin du XVIIIe siècle, a consacré 2 paragraphes à ce trouble dans son ouvrage Elements of Medicine. Dans les travaux de Thomas Sydenham, qui exerçait au XVIIe siècle et qui est connu comme le père de la médecine anglaise, Arthur Firstenberg a trouvé une seule page sur le diabète. Elle donne une description sommaire de la maladie, recommande un régime entièrement à base de viande et prescrit un remède à base de plantes. Arthur Firstenberg a ouvert l'ouvrage de 500 pages de Benjamin Ward Richardson, Diseases of Modern Life, publié à New York en 1876, à une époque où Edison et Bell expérimentaient intensivement l'électricité. 4 pages étaient consacrées au diabète. Richardson considérait qu'il s'agissait d'une maladie moderne causée par l'épuisement dû au surménage mental ou par un choc quelconque sur le système nerveux. Mais cette maladie était encore rare. L'auteur de ce livre a ensuite consulté sa Bible des maladies du XIXe siècle, le Handbook of Geographical and Historical Pathology, publié par étapes entre 1881 et 1886 en allemand et en anglais. Dans cet énorme ouvrage scientifique en 3 volumes, August Hirsch a compilé l'histoire des maladies connues, ainsi que leur prévalence et leur répartition dans le monde. Hirsch a consacré 6 pages au diabète,
notant surtout qu'il était rare et que peu d'informations étaient disponibles à son sujet. Dans la Grèce antique, écrit-il, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate ne l'a jamais mentionné. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Galien, un médecin d'origine grecque exerçant à Rome, a consacré quelques passages au diabète, mais a déclaré qu'il n'avait lui-même vu que 2 cas. Le premier livre sur le diabète avait été écrit en 1798, mais son auteur, l'anglais John Rollo, n'en avait lui-même vu que 3 cas au cours de ses 23 années d'exercice de la médecine. Les statistiques que Hirsch a recueillies dans le monde lui ont confirmé que cette maladie est l'une des plus rares. Chaque année, environ 16 personnes en meurent à Philadelphie, 3 à Bruxelles, 30 à Berlin et 550 dans toute l'Angleterre. Des cas occasionnels ont été signalés en Turquie, en Égypte, au Maroc, au Mexique, à Ceylan et dans certaines régions de l'Inde. Mais un correspondant de Saint-Pétersbourg n'avait pas vu un seul cas depuis 6 ans. Les praticiens de la Sénégambie et de la côte guinéenne n'en avaient jamais vu et il n'y avait aucune trace de cas en Chine, au Japon, en Australie, dans les îles du Pacifique, en Amérique centrale, aux Antilles, en Guyane ou au Pérou. Un des interlocuteurs n'avait jamais vu de cas de diabète au cours d'une pratique de plusieurs années à Rio de Janeiro. Comment alors le diabète en est-il venu à être l'un des principaux tueurs de l'humanité ? Dans le monde d'aujourd'hui, comme nous le verrons, limiter sa consommation de sucre joue un rôle important dans la prévention et le contrôle de cette maladie. Mais comme nous le verrons également, imputer la hausse du diabète au sucre alimentaire est aussi peu satisfaisant que d'imputer la hausse des maladies cardiaques aux graisses alimentaires. En 1976, Arthur Firstenberg vivait à Albuquerque lorsqu'un ami lui a remis un livre récemment publié qui a changé sa façon de manger et de boire. William Dufty, l'auteur de Sugar Blues, avait bien fait son devoir. Il avait convaincu l'auteur que la substance la plus addictive qui sapait la santé des masses, et ce depuis des siècles, n'était pas l'alcool, ni le tabac, l'opium ou la marijuana, mais le sucre. Il a en outre imputé 4 siècles de traite des esclaves africains en grande partie à la nécessité de satisfaire une habitude de consommation de sucre acquise par les croisés au XIIe et XIIIe siècle. Les Européens, a-t-il dit, avaient arraché à l'Empire arabe le contrôle du commerce mondial du sucre et avaient besoin d'une main-d'œuvre constante pour entretenir leur plantation de sucre. Son affirmation selon laquelle le sucre était plus enivrant que la bière ou le vin et plus puissant que de nombreuses drogues était étayée par un récit divertissant qu'il narrait à propos de ses propres maladies déroutantes et de ses efforts héroïques pour se défaire de la dépendance au sucre, ce qui a finalement réussi. Des migraines, des fièvres mystérieuses, des gencives qui saignent, des hémorroïdes, des éruptions cutanées, une tendance à prendre du poids, une fatigue chronique et un assortiment impressionnant de maux et de douleurs qui le tourmentaient depuis 15 ans ont disparu en 24 heures, dit-il, et ne sont pas revenus. William Dufty, l'auteur du livre Sugar Blues, a également expliqué pourquoi le sucre provoque le diabète. Nos cellules, en particulier nos cellules cérébrales, tirent leur énergie d'un apport régulier d'un sucre élémentaire appelé glucose, le produit final de la digestion des glucides que nous mangeons. La différence entre se sentir bien ou mal, lucide ou non, calme ou anxieux, inspiré ou déprimé, dépend en grande partie de ce que nous mettons dans notre bouche, a-t-il écrit. Il a également expliqué que la différence entre la vie et la mort dépend d'un équilibre précis entre la quantité de glucose et la quantité d'oxygène dans le sang, l'insuline étant l'une des hormones qui maintient cet équilibre. Si le pancréas ne sécrète pas suffisamment d'insuline après un repas, le glucose s'accumule jusqu'à un niveau toxique dans le sang et nous commençons à l'excréter dans nos urines. Si trop d'insuline est produite, le taux de glucose dans le sang chute dangereusement. Le problème du sucre pur, écrit Dufty, est qu'il n'a pas besoin d'être digéré et qu'il est absorbé dans le sang beaucoup trop rapidement. La consommation d'hydrates de carbone, donc de glucides, de graisses et de protéines complexes exige que le pancréas sécrète un ensemble d'enzymes digestives dans l'intestin grêle afin que ces aliments puissent être décomposés. Cela prend du temps. Le taux de glucose dans le sang augmente progressivement. Cependant, lorsque nous mangeons du sucre raffiné, il se transforme presque immédiatement en glucose et passe directement dans le sang, explique M. Dufty, où le niveau de glucose a déjà été défini en équilibre précis avec l'oxygène. Le taux de glucose dans le sang est ainsi considérablement augmenté. L'équilibre est rompu. L'organisme est en crise, écrit-il. Un an après avoir lu ce livre, Arthur Firstenberg a décidé de poser sa candidature à l'école de médecine et il a dû d'abord suivre des cours de base qu'il n'avait pas suivis à l'université de biologie ni en chimie. Son professeur de biochimie à l'université de Californie à San Diego a essentiellement confirmé ce qu'il avait appris en lisant Sugar Blues.
Nous avons évolué, lui dit son professeur, en mangeant des aliments comme les pommes de terre qui doivent être digérés progressivement. Le pancréas sécrète automatiquement de l'insuline à un rythme qui correspond exactement à la vitesse à laquelle le glucose, sur une période de temps considérable après un repas, pénètre dans la circulation sanguine. Bien que ce mécanisme fonctionne parfaitement si vous mangez de la viande, des pommes de terre et des légumes, un repas contenant du sucre raffiné crée une perturbation. La totalité de la charge de sucre entre dans le sang en une seule fois. Le pancréas, lui, n'a pas appris à détecter le sucre raffiné et pense que vous venez de manger un repas contenant une énorme quantité de pommes de terre. Beaucoup plus de glucose va donc encore arriver. Le pancréas fabrique alors une quantité d'insuline capable de faire face à un repas énorme. Cette réaction excessive du pancréas entraîne un taux de glucose sanguin trop faible, ce qui affame le cerveau et les muscles, une condition connue sous le nom d'hypoglycémie. Après des années d'une telle surstimulation, le pancréas peut s'épuiser et cesser de produire suffisamment d'insuline ou n'en produire plus du tout. Cette condition est appelée diabète et exige que la personne prenne de l'insuline ou d'autres médicaments pour maintenir son équilibre énergétique et rester en vie. Nombreux sont ceux, outre Dufty, qui ont souligné qu'une augmentation extraordinaire de la consommation de sucre a accompagné la hausse tout aussi extraordinaire des taux de diabète au cours des 2 derniers siècles. Il y a près d'un siècle, le docteur Elliot Joslin, le fondateur du Joslin Diabetes Center de Boston, a publié des statistiques montrant que la consommation annuelle de sucre par personne aux États-Unis avait été multipliée par 8 entre 1800 et 1917. Mais il manque une pièce importante à ce modèle concernant le diabète. Il nous enseigne comment éviter de contracter le diabète au XXIe siècle. Ne pas manger d'aliments hautement raffinés, en particulier du sucre. Mais il n'explique absolument pas la terrible prévalence du diabète à notre époque. Sucre ou pas, le diabète était autrefois une maladie d'une rareté déconcertante. La grande majorité des êtres humains étaient autrefois capables de digérer et de métaboliser de grandes quantités de sucre pur sans l'éliminer dans leur urine et sans épuiser leur pancréas. Même Joslin, dont l'expérience clinique l'a conduit à suspecter le sucre comme cause du diabète, a souligné que la consommation de sucre aux États-Unis n'avait augmenté que de 17% entre 1900 et 1917, période durant laquelle le taux de mortalité dû au diabète avait presque doublé. Et il a sous-estimé la consommation de sucre au XIXe siècle, car ces statistiques ne concernaient que le sucre raffiné. Elles n'incluaient pas le sirop d'érable, le miel, le sirop de sorgho, le sirop de canne et surtout la mélasse. La mélasse était moins chère que le sucre raffiné et jusqu'en 1850 environ, les Américains en consommaient plus que du sucre raffiné. Un graphique dans le livre montre la consommation réelle du sucre au cours des 2 derniers siècles, y compris la teneur en sucre des sirops et des mélasses, et il ne concorde pas avec le modèle alimentaire de cette maladie. En fait, la consommation de sucre par habitant n'a pas du tout augmenté entre 1922 et 1984, et pourtant les taux de diabète ont décuplé. L'histoire de 3 communautés situées à l'autre bout du monde montre clairement que le régime alimentaire n'est pas à lui seul responsable de la pandémie moderne du diabète. L'une d'entre elles présente les taux de diabète les plus élevés au monde aujourd'hui. La deuxième est la plus grande consommatrice de sucre au monde. Et la troisième, que j'examinerai en détail, est le pays le plus récemment électrifié au monde. Commençons par les Indiens d'Amérique. L'enfant qui figure sur l'affiche de l'histoire du diabète est censé être un Amérindien. Selon l'Association américaine du diabète, les gens d'aujourd'hui mangent trop et ne font pas assez d'exercice pour brûler toutes les calories. Ceci provoque l'obésité, dont on pense qu'elle est la cause réelle de la plupart des diabètes. Les Amérindiens, selon l'histoire, sont génétiquement prédisposés au diabète et cette prédisposition a été déclenchée par le mode de vie sédentaire qui leur a été imposé lorsqu'ils ont été cantonnés dans des réserves, ainsi que par un régime alimentaire malsain contenant de grandes quantités de farine blanche, de graisse et de sucre qui ont remplacé les aliments traditionnels. Et de fait, aujourd'hui, les Indiens de la plupart des réserves des États-Unis et du Canada ont des taux de diabète qui sont les plus élevés au monde. Mais cela n'explique pas pourquoi, puisque toutes les réserves indiennes ont été créées à la fin du 19e siècle et que le pain frit indien, composé de farine blanche frite dans du saindoux et mangé avec du sucre, était devenu un aliment de base dans la plupart des réserves à cette époque. Le diabète n'a cependant pas existé chez eux avant la seconde moitié du XXe siècle. Avant 1940, le service de santé indien n'avait jamais répertorié le diabète comme cause de décès pour un seul Indien. Et jusqu'en 1987, des enquêtes menées par l'Indian Health Service
aux États-Unis et le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social au Canada ont révélé des écarts extrêmes dans les taux de diabète entre les différentes populations d'Indiens. 7 cas de diabète pour 1000 habitants dans les territoires du Nord-Ouest, 9 pour 1000 au Yukon, 17 en Alaska, 28 chez les Cris Ojibwa de l'Ontario et du Manitoba, 40 dans la réserve Loomi de Washington, 53 chez les Micmacs de Nouvelle-Écosse et les Makah de Washington, 70 dans la réserve Pine Ridge du Dakota du Sud, 85 dans la réserve Crow du Montana, 125 dans la réserve Standing Rock Sioux dans les Dakota, 148 pour la réserve Chippewa dans le Minnesota et le Dakota du Nord, 218 dans la réserve Winnebago-Omaha du Nebraska et 380 pour 1000 à la réserve Gila River en Arizona. En 1987, ni le régime alimentaire ni le mode de vie des différentes communautés n'étaient suffisamment différents pour expliquer une différence d'un facteur 50 dans les taux de diabète. Cependant, un facteur environnemental pourrait expliquer ces disparités. L'électrification est arrivée dans la plupart des réserves indiennes plus tard que dans la majorité des fermes américaines. Même à la fin du XXe siècle, certaines réserves n'étaient pas encore électrifiées. Il s'agissait notamment de la plupart des réserves indiennes des territoires canadiens et de la plupart des villages autochtones de l'Alaska. Lorsque le réseau électrique a été mis en place pour la première fois dans la réserve du Standing Rock, dans le Dakota, dans les années 1950, le diabète est apparu dans cette réserve à la même période. La réserve de Gila River est située à la périphérie de Phoenix. Non seulement elle est traversée par des lignes électriques à haute tension desservant une métropole de 4 millions d'habitants, mais la communauté indienne de Gila River exploite sa propre compagnie d'électricité et sa propre société de télécommunications. Les Pima et les Maricopa de cette petite réserve sont exposés à une plus grande concentration de champs électromagnétiques que toutes les autres tribus indiennes d'Amérique du Nord. Passons à l'exemple du Brésil désormais. Le Brésil cultive la canne à sucre depuis 1516 et c'est le plus grand producteur et consommateur de cette denrée depuis le XVIIe siècle. Pourtant, dans les années 1870, alors que le diabète commençait à être remarqué comme une maladie de civilisation aux États-Unis, cette maladie était totalement inconnue dans la capitale mondiale du sucre, Rio de Janeiro. Le Brésil produit aujourd'hui plus de 30 millions de tonnes de sucre par an et consomme plus de 59 kg de sucre blanc par personne, soit plus qu'aux États-Unis. Les analyses des régimes alimentaires des deux pays, le Brésil en 2002-2003 et les États-Unis de 1996 à 2006, ont révélé que le Brésilien moyen prenait 16,7% de ses calories du sucre de table ou du sucre ajouté aux aliments transformés, alors que les Américains ne consommaient que 15,7% de leurs calories à partir de sucre raffiné. Pourtant, les États-Unis avaient un taux de diabète plus de 2,5 fois supérieur à celui du Brésil. Passons désormais à l'exemple du Bhoutan. Prise en sandwich entre les frontières montagneuses de l'Inde et de la Chine, le royaume himalayen isolé du Bhoutan est peut-être le dernier pays au monde à être électrifié. Jusqu'aux années 1960, le Bhoutan n'avait ni système bancaire, ni monnaie nationale, ni route. À la fin des années 80, l'auteur a découvert ce pays bouddhiste en faisant la connaissance d'une Canadienne qui travaillait pour le CUSO International, la version canadienne du Peace Corps des États-Unis. Elle venait de rentrer un séjour de 4 ans dans un petit village du Bhoutan où elle enseignait l'anglais aux enfants de la région. Le Bhoutan est un peu plus grand en superficie que les Pays-Bas et compte un peu plus de 750 000 habitants. Le réseau routier était encore extrêmement limité à l'époque, et la plupart des déplacements en dehors des environs immédiats de la petite capitale, Thimphu, y compris pour se rendre au village de mon ami, se faisaient à pied ou à cheval. L'ami de l'auteur se sentait privilégié de pouvoir vivre dans ce pays car les visiteurs extérieurs au Bhoutan étaient limités à 1000 par an. Les paniers tissés et autres objets artisanaux qu'elle ramenait étaient élaborés et magnifiques. La technologie était inconnue car il n'y avait pas du tout d'électricité dans la plus grande partie du pays. Le diabète était extrêmement rare et totalement inconnu en dehors de la capitale. En 2002 encore, le bois de chauffage fournissait pratiquement 100% de toute la consommation d'énergie non industrielle. La consommation de bois de chauffage, avec 1,22 tonne par habitant, était l'une des plus élevées, sinon la plus élevée au monde. Le Bhoutan était un véritable laboratoire pour surveiller les effets de l'électricité car ce pays était sur le point de passer d'une électrification proche de 0 à 100% en un peu plus de 10 ans. En 1998, le roi Jigme Zingi Wangchuk a cédé une partie de ses pouvoirs à une assemblée démocratique qui voulait moderniser le pays. Le département de l'énergie et l'autorité de l'électricité du Bhoutan ont été créés le 1er juillet 2002. Le même jour,
la Bhutan Power Corporation a été lancée. Avec 1193 employés, elle est immédiatement devenue la plus grande entreprise du royaume. Son mandat était de produire et de distribuer de l'électricité dans tout le pays, avec pour objectif l'électrification complète du pays dans les 10 ans à venir. En 2012, la proportion de ménages ruraux effectivement alimentés en électricité était d'environ 84%. En 2004, 634 nouveaux cas de diabète ont été signalés au Bhoutan. L'année suivante, 944. L'année d'après, 1470. Celle d'après, 1732. L'année suivante, 2541, avec 15 décès. En 2010, il y a eu 91 décès et le diabète sucré était déjà la 8e cause de mortalité la plus fréquente dans le royaume. Les maladies coronariennes arrivaient en tête. Seuls 66,5% de la population présentait une glycémie normale. Ce changement soudain de l'état de santé de la population, en particulier de la population rurale, était imputé de façon invraisemblable au régime alimentaire traditionnel bhoutanais qui, cependant, n'avait pas changé. Les Bhoutanais ont un penchant pour les aliments riches en graisse, rapporte Jigme Wanchuk dans le Bhutan Observer. Tous les délices bhoutanais sont riches en graisse. Les aliments salés et gras provoquent de l'hypertension. Aujourd'hui, l'une des principales causes de mauvaise santé au Bhoutan est l'hypertension due au régime alimentaire traditionnel bhoutanais, riche en huile et en sel. Le riz, poursuit l'article, qui est l'aliment de base des Bhoutanais, est riche en hydrates de carbone qui se transforment en graisse à moins d'une activité physique. Peut-être que les Bhoutanais ne font pas assez d'exercice. Les 2/3 de la population, se plaint le roi, ne mangent pas assez de fruits et de légumes. Mais le régime alimentaire des Bhoutanais n'a pas changé. Le peuple bhoutanais est pauvre. Leur pays est montagneux et compte peu de routes. Ils n'ont pas tous acheté soudainement des voitures, des réfrigérateurs, des machines à laver, des télévisions, des ordinateurs et sont devenus paresseux et inactifs. Pourtant, les taux de diabète ont quadruplé en 4 ans. Le Bhoutan se classe aujourd'hui au 18e rang mondial pour son taux de mortalité par maladie cardiaque. Une seule chose a changé de façon aussi radicale au Bhoutan au cours de la dernière décennie: l'électrification et l'exposition de la population aux champs électromagnétiques qui en résultent. Du chapitre précédent, nous nous souvenons que l'exposition aux champs électromagnétiques interfère avec le métabolisme de fond. Les centrales électriques de nos cellules, les mitochondries, deviennent moins actives, ce qui ralentit la vitesse de combustion du glucose, des graisses et des protéines par nos cellules. Au lieu d'être absorbées par les cellules, les graisses en excès s'accumulent dans le sang et se déposent sur les parois des artères, ainsi que le cholestérol qui les transporte, formant des dépôts et provoquant des maladies coronariennes. Il est possible d'éviter cela en adoptant un régime alimentaire pauvre en graisse. De la même manière, l'excès de glucose, au lieu d'être absorbé par nos cellules, s'accumule dans notre sang, ce qui augmente la sécrétion d'insuline par notre pancréas. Normalement, l'insuline abaisse le taux de sucre dans le sang en augmentant son absorption par nos muscles. Mais désormais, nos cellules musculaires ne peuvent plus suivre. Elles brûlent le glucose le plus vite possible après un repas, mais ce n'est plus suffisant. La majeure partie de l'excès va dans nos cellules adipeuses, se transforme en graisse et nous rend obèses. Si votre pancréas est épuisé et cesse de produire de l'insuline, vous souffrez de diabète de type 1. Si votre pancréas produit suffisamment ou trop d'insuline, mais que vos muscles sont incapables d'utiliser le glucose assez rapidement, cela est interprété comme une résistance à l'insuline et vous êtes atteint de diabète de type 2. Une alimentation exempte d'aliments hautement raffinés et rapidement digérés, en particulier le sucre, peut prévenir ce phénomène. En fait, avant la découverte de l'insuline en 1922, certains médecins, dont Elliot Joslin, traitaient avec succès les cas sévères de diabète grâce à un régime alimentaire quasi famélique. Ils limitaient radicalement l'apport de leurs patients non seulement en sucre, mais aussi en calories, assurant ainsi que le glucose ne pénètre pas dans le sang à un rythme plus soutenu que celui auquel les cellules peuvent le traiter. Après un jeûne de plusieurs jours, la glycémie se normalise, puis on réintroduit progressivement les glucides, puis les protéines et enfin les graisses dans l'alimentation du patient. Le sucre est éliminé. Cela a permis de sauver de nombreuses personnes qui seraient mortes en 1 an ou 2. Mais à l'époque de Joslin, la nature même de cette maladie a subi une mystérieuse transformation. La résistance à l'insuline, qui représente la grande majorité des cas de diabète dans le monde aujourd'hui, n'existait pas avant la fin du 19e siècle. Les patients diabétiques obèses non plus.
Presque toutes les personnes atteintes de diabète présentaient une carence en insuline et elles étaient toutes minces. Puisque l'insuline est nécessaire pour que les cellules musculaires et adipeuses absorbent le glucose, les personnes n'ayant pas ou peu d'insuline dépérissent. Elles évacuent leur glucose au lieu de l'utiliser comme source d'énergie et survivent en brûlant leurs réserves de graisse corporelle. En fait, les diabétiques en surpoids étaient au début un phénomène si inhabituel que les médecins de la fin du 19e siècle n'arrivaient pas à croire à l'évolution de cette maladie. L'un d'entre eux, John Milner Fothergill, un éminent médecin londonien, a écrit une lettre au Philadelphia Medical Times en 1884 dans laquelle il déclare: Lorsqu'un homme corpulent, florissant, bien nourri et vigoureux rejette du sucre dans ses urines, seul un idiot pourrait supposer qu'il est victime du diabète classique, une redoutable maladie de dégénérescence. Le docteur Fothergill, en fait, était dans le déni. Lui-même corpulent et épanoui, il mourut du diabète 5 ans plus tard. Aujourd'hui, la maladie a complètement changé. Même les enfants atteints de diabète de type 1, carencés en insuline, ont tendance à être en surpoids. Ils sont en surpoids avant de devenir diabétiques en raison de la capacité réduite de leurs cellules à métaboliser les graisses. Ils sont en surpoids après être devenus diabétiques car l'insuline qu'ils prennent à vie fait que leurs cellules adipeuses absorbent beaucoup plus de glucose et le stockent sous forme de graisse. Le diabète est aussi un trouble du métabolisme des graisses. Aujourd'hui, tout sang prélevé chez un patient est envoyé directement à un laboratoire pour être analysé. Le médecin ne l'examine que rarement. Mais il y a 100 ans, la qualité et la consistance du sang étaient des guides précieux pour le diagnostic. Les médecins savaient que le diabète impliquait une incapacité à métaboliser non seulement le sucre, mais aussi les graisses, car le sang prélevé de la veine d'un diabétique était laiteux, et lorsqu'on le laissait reposer, une épaisse couche de crème flottait invariablement à la surface. Dans les premières années du XXe siècle, lorsque le diabète est devenu épidémique et qu'il n'était pas encore maîtrisable grâce à des médicaments, il n'était pas rare que le sang d'un diabétique contienne 15 à 20% de graisse. Joslin a même découvert que le cholestérol sanguin était une mesure plus fiable de la gravité de la maladie que le sucre dans le sang. Il était en désaccord avec ceux de ses contemporains qui traitaient le diabète avec un régime pauvre en glucides et riche en lipides. L'importance de la modification du régime pour inclure le contrôle de la graisse est évidente, a-t-il écrit. Il a lancé un avertissement approprié non seulement pour ses contemporains, mais également concernant l'avenir. Lorsque la graisse cesse d'être métabolisée de manière normale, aucune preuve évidente ne le montre, le patient et le médecin continuent en toute innocence d'ignorer l'existence du problème et la graisse est donc souvent un plus grand danger pour un diabétique que les glucides, a-t-il aussi écrit. L'échec du métabolisme des glucides combiné avec celui des lipides est le signe d'une respiration déséquilibrée dans les mitochondries et ces dernières, comme nous l'avons vu, sont perturbées par les champs électromagnétiques. Sous l'influence de ces champs, l'activité des enzymes respiratoires est plus lente. Après un repas, les cellules ne peuvent pas oxyder les produits de transformation des protéines, des graisses et des sucres que nous mangeons aussi vite que le sang nous les fournit. L'offre dépasse la demande. Des recherches récentes ont montré exactement comment cela se passe. Le glucose et les acides gras, a suggéré le biochimiste Philip Randall de l'université de Cambridge en 1963, se font concurrence pour la production d'énergie. Cette concurrence mutuelle, dit-il, fonctionne indépendamment de l'insuline pour réguler les niveaux de glucose dans le sang. En d'autres termes, un taux élevé d'acides gras dans le sang inhibe le métabolisme du glucose et vice-versa. Des preuves sont venues presque immédiatement le confirmer. Jean-Pierre Felbé et Alfredo Vanotti de l'université de Lausanne ont effectué un test de tolérance au glucose sur 5 volontaires sains, puis un autre quelques jours plus tard alors qu'ils recevaient une perfusion intraveineuse de lipides. Chaque personne a répondu au deuxième test comme si elle était résistante à l'insuline. Bien que leur taux d'insuline soit resté le même, ils étaient incapables de métaboliser le glucose aussi facilement en présence de taux élevés d'acides gras dans leur sang, en concurrence pour les mêmes enzymes respiratoires. Ces expériences étaient faciles à répéter et des preuves irréfutables ont confirmé le concept du cycle glucose-acide gras. Certains éléments ont également étayé l'idée que non seulement les graisses, mais aussi les acides aminés étaient en concurrence avec le glucose pour la respiration cellulaire. Randall n'avait pas pensé en termes de mitochondries et encore moins à ce qui pourrait arriver si un facteur environnemental restreignait la capacité des enzymes respiratoires à travailler. Mais au cours des 15 dernières années, certains chercheurs sur le diabète ont finalement commencé à se concentrer sur la fonction mitochondriale. Rappelez-vous,
Notre alimentation contient trois principaux types de nutriments: protéines, graisses et hydrates de carbone, qui sont décomposés en substances plus simples avant d'être absorbés par notre sang. Les protéines deviennent des acides aminés, les graisses deviennent des triglycérides et des acides gras libres, les glucides deviennent du glucose. Une partie d'entre eux est utilisée pour la croissance et la réparation, devenant partie intégrante de la structure de notre corps. Le reste est brûlé par nos cellules pour produire de l'énergie. Dans nos cellules, à l'intérieur de minuscules corps appelés mitochondries, les acides aminés, les acides gras et le glucose sont tous transformés en produits chimiques encore plus élémentaires qui alimentent un laboratoire cellulaire commun appelé le cycle de Krebs, qui les décompose pour qu'ils puissent se combiner avec l'oxygène que nous respirons pour produire du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Le dernier composant de ce processus de combustion, la chaîne de transport des électrons, reçoit des électrons du cycle de Krebs et les délivre, un à la fois, aux molécules d'oxygène. Si la vitesse de ces électrons est modifiée par des champs électromagnétiques externes, comme le suggèrent Blank et Goodman, ou si le fonctionnement de l'un des acteurs de la chaîne de transport des électrons est altéré d'une quelconque manière, la combustion finale de nos aliments est compromise. Les protéines, les graisses et les glucides commencent à se concurrencer et à refluer dans le sang. Les graisses sont déposées dans les artères, le glucose est excrété dans l'urine, le cerveau, le cœur, les muscles et les organes sont privés d'oxygène, la vie ralentit et se détériore. Ce qui a été découvert dans le courant des années 90, au travers de plusieurs expériences, c'est que le métabolisme cellulaire est réduit à tous les niveaux. Les enzymes qui décomposent les graisses et les introduisent dans le cycle de Krebs sont altérées. Les enzymes du cycle de Krebs lui-même, qui reçoivent les produits de dégradation des graisses, des sucres et des protéines, sont altérées. La chaîne de transport des électrons est altérée. Les mitochondries sont plus petites et en nombre réduit. La consommation d'oxygène par le patient pendant l'exercice est réduite. Plus l'insulinorésistance est grave, c'est-à-dire plus le diabète est grave, plus les réductions de toutes ces mesures de la capacité respiratoire cellulaire sont importantes. En juin 2010, Marie-Elizabeth Paty, professeure à la Harvard Medical School et chercheuse au Joslin Diabetes Center, et Sylvia Corvera, professeure à l'University of Massachusetts Medical School à Worcester, ont publié une revue complète des recherches existantes sur le rôle des mitochondries dans le diabète. Elles ont été forcées de conclure qu'un défaut de respiration cellulaire pourrait être le problème fondamental à l'origine de cette épidémie moderne. En raison de l'incapacité des mitochondries à s'adapter aux demandes oxydatives cellulaires élevées, écrivent-ils, un cercle vicieux de résistance à l'insuline et de faible sécrétion d'insuline peut être initié. Mais elle n'était pas prête à passer à l'étape suivante. Aucun chercheur sur le diabète ne cherche aujourd'hui la cause environnementale de cette incapacité d'adaptation des mitochondries de tant de personnes. Il continue, malgré les preuves qui le réfutent, à attribuer cette maladie à une mauvaise alimentation, au manque d'exercice et à la génétique. Et ce, malgré le fait que, comme l'a noté Dan Hurley dans son livre Diabetes Rising en 2011, la génétique humaine n'a pas changé. Ni le régime alimentaire, ni l'exercice, ni les médicaments n'ont mis un frein à l'escalade de cette maladie au cours des 90 ans qui ont suivi la découverte de l'insuline. En 1917, alors que Joslin publiait la deuxième édition de son livre sur le diabète, les ondes radio étaient massivement déployées sur et hors du champ de bataille au service de la guerre. À ce moment-là, comme nous l'avons vu au chapitre 8, les ondes radio se sont ajoutées au réseau électrique comme source principale de pollution électromagnétique sur cette planète. Leur contribution n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la radio, la télévision, les radars, les ordinateurs, avec le Wi-Fi notamment, les téléphones portables, les satellites et des millions d'antennes relais ont fait des ondes radio la source de loin prédominante des champs électromagnétiques baignant les cellules vivantes. Les effets des ondes radio sur la glycémie sont extrêmement bien documentés. Cependant, aucune de ces recherches n'a été effectuée aux États-Unis ou en Europe. Les autorités médicales occidentales peuvent prétendre que cela n'existe pas parce que la plupart des publications sont publiées en tchèque, en polonais, en russe et en d'autres langues slaves et n'ont pas été traduites dans les langues familières. Mais certains, comme l'armée américaine, dans des documents qui n'ont pas été largement diffusés grâce à quelques conférences internationales, ont étudié la question. Pendant la guerre froide, de la fin des années 1950 aux années 1980, l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air des États-Unis ont développé et construit des stations radars d'alerte avancées, extrêmement puissantes pour se protéger contre la probabilité d'une attaque nucléaire. Afin de surveiller les espaces aériens entourant les États-Unis, ces stations devaient surveiller tout le littoral
et les frontières avec le Mexique et le Canada. Cela signifiait que le long de la frontière américaine, une bande de plusieurs centaines de kilomètres de large, et tous ceux qui y vivaient, allaient être continuellement bombardés d'ondes radio et à des niveaux de puissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les autorités militaires devaient examiner toutes les études en cours sur les effets de ces radiations sur la santé. En substance, ils voulaient savoir quels étaient les niveaux maximums de rayonnement avec lesquels ils pourraient s'en tirer en exposant la population américaine. Ainsi, l'une des fonctions du Joint Publications Research Service, une agence fédérale créée pendant la guerre froide pour traduire les documents étrangers, était de transposer en anglais une partie des recherches soviétiques et est-européennes sur la maladie des ondes. L'une des constatations de laboratoire les plus constantes dans ce corpus de littérature est une perturbation du métabolisme des glucides. Parmi de nombreux exemples de scientifiques qui ont pu faire ces observations, prenons Valentina Nikitina, ayant participé à certaines recherches soviétiques et continuant de telles études en Russie actuellement. Elle a participé à une conférence internationale à Saint-Pétersbourg en 2000. Elle a indiqué que les personnes qui entretenaient et testaient les équipements de communication radio pour la marine russe, même celles qui avaient cessé leur emploi 5 à 10 ans auparavant, avaient en moyenne un taux de glycémie plus élevé que les personnes non exposées. Dans les centres médicaux où les médecins soviétiques examinaient les patients, il y avait également des laboratoires où les scientifiques exposaient des animaux au même type d'ondes radio. Ils ont aussi signalé de graves perturbations du métabolisme des glucides. Ils ont découvert que l'activité des enzymes de la chaîne de transport des électrons, y compris la dernière enzyme, la cytochromoxydase, est systématiquement inhibée. Cela perturbe l'oxydation des sucres, des graisses et des protéines. Pour compenser, le métabolisme anaérobie, qui n'utilise pas d'oxygène, augmente, l'acide lactique s'accumule dans les tissus et le foie est privé de ses réserves de glycogène riches en énergie. La consommation d'oxygène diminue. La courbe de glycémie est affectée et le taux de glucose à jeun augmente. L'organisme a besoin d'hydrates de carbone et les cellules manquent d'oxygène. S'il n'y a pas eu de tollé lorsque la plupart de ces informations étaient masquées par des alphabets étrangers, il devrait y en avoir un maintenant, car il est devenu possible de confirmer directement, chez l'homme, le degré de perturbation du métabolisme du glucose par les téléphones portables et les résultats de ces études sont publiés en anglais. Des chercheurs finlandais ont rapporté leurs conclusions alarmantes dans le Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism en 2011. Et plus récemment encore, des chercheurs de Kaiser Permanente à Oakland en Californie ont confirmé que les champs électromagnétiques provoquent l'obésité chez les enfants. Comme pour les maladies cardiaques, la mortalité rurale due au diabète dans les années 1930 correspondait étroitement au taux d'électrification rurale et variait jusqu'à un facteur 10 entre les États les moins électrifiés et ceux les plus électrifiés. Grâce à des graphiques, le livre nous montre tout cela. En 1997, le nombre de cas de diabète a connu une hausse soudaine de 31% en un an à l'échelle nationale. Personne n'a pu expliquer pourquoi. Incidemment, c'est l'année où l'industrie des télécommunications a introduit en masse les téléphones portables digitaux aux États-Unis. Les premiers téléphones de ce type ont été mis en vente dans des dizaines de villes américaines pendant la période de Noël de 1996. La construction d'antennes relais a commencé dans ces villes en 1996, mais 1997 a été l'année où des bataillons d'antennes relais, auparavant confinés dans les métropoles, ont envahi les paysages ruraux pour occuper des territoires jusqu'à la Vierge. C'est l'année où les téléphones portables sont passés du luxe pour les riches à la banalité pour les gens ordinaires. L'année où le rayonnement micro-ondes des antennes relais est devenu incontournable dans une grande partie des États-Unis. Les centres de contrôle des maladies, le CDC aux États-Unis, estiment qu'en plus des 21 millions d'adultes américains de plus de 20 ans ayant un diabète diagnostiqué, 8 millions ont un diabète non diagnostiqué et 86 millions ont un prédiabète. L'addition de ces chiffres donne la statistique choquante que 115 millions d'Américains, soit plus de la moitié de tous les adultes, ont un taux de sucre sanguin élevé. Dans le monde entier, on estime que plus de 180 millions d'adultes étaient atteints de diabète en 2000. En 2014, l'estimation était de 387 millions. Dans aucun pays du monde, le taux de diabétiques ou d'obèses ne diminue. Comme le diabète, l'obésité a suivi l'exposition aux champs électromagnétiques. Les premières statistiques officielles montrant un quart des adultes en surpoids aux États-Unis datent de 1960. Ce chiffre est resté inchangé pendant 20 ans. Le quatrième sondage, mené entre 1988 et 1991, a cependant révélé un fait alarmant. 14 millions d'Américains supplémentaires avaient grossi. Les auteurs de ce sondage, écrivant dans le Journal of the American Medical Association, ont relevé que des études menées à Hawaï et en Angleterre avaient constaté des augmentations similaires du surpoids au cours des années 1980 dans l'ensemble de la population pour les deux sexes et à tous les âges. Ils ont évoqué
les notions de diététique, les attitudes et les pratiques, les niveaux d'activité physique et peut-être les facteurs sociaux, démographiques et de comportement en matière de santé, fin de citation, qui pourraient avoir changé, sans toutefois en apporter la moindre preuve. En réponse, le médecin britannique Jeremiah Morris a souligné dans une lettre au British Medical Journal que le mode de vie moyen s'était amélioré pendant cette période et non pas détérioré. En Angleterre, les gens étaient plus nombreux que jamais à faire du vélo, de la marche, de la natation et de l'aérobic. La consommation alimentaire quotidienne moyenne, même en tenant compte des repas pris en dehors du foyer, a diminué de 20% entre 1970 et 1990. Cependant, en 1977, Apple avait commercialisé son premier ordinateur personnel et au cours des années 1980, la majorité des gens aux États-Unis et en Angleterre, que ce soit à la maison, au travail ou aux deux, ont été soudainement, et pour la première fois dans l'histoire, exposés à des champs électromagnétiques à haute fréquence de façon continue pendant des heures chaque jour. Le problème est devenu si énorme qu'en 1991, les centres de contrôle des maladies ont commencé à suivre rétroactivement non seulement le surpoids, mais aussi l'obésité. Si l'obésité est causée par un facteur environnemental, alors elle devrait également se produire chez les animaux. Et c'est bel et bien le cas. Il y a quelques années, David Allison, professeur de biostatistique à l'école de santé publique de l'Université d'Alabama, examinait des données sur de petits primates appelés Ouistiti, lorsqu'il a remarqué que le poids moyen des animaux avait remarquablement augmenté au fil du temps. Mystère. Il a vérifié auprès du centre, mais n'a trouvé aucune raison convaincante de prise de poids dans cette grande population d'animaux vivant dans un environnement de laboratoire stable et suivant un régime alimentaire contrôlé. Intrigué, Allison a recherché en ligne des études antérieures ayant duré au moins une décennie et qui contenaient des informations sur le poids des animaux. Il s'est associé avec des collègues des centres pour primates, de programmes de toxicologie, de fabricants d'animaux pour animaux et de programmes vétérinaires. L'article final, publié en 2010 dans Proceedings of Royal Society, a été rédigé par 11 co-auteurs de l'Alabama, de la Floride, de Porto Rico, du Maryland, du Wisconsin, de la Caroline du Nord et de la Californie. Il a analysé les données de plus de 20 000 animaux provenant de 24 populations représentant 8 espèces, y compris des animaux de laboratoire, des animaux domestiques et des rats sauvages, tant en milieu rural qu'urbain. Dans les 24 populations, le poids moyen des animaux a augmenté au fil du temps. Les probabilités que cela se produise par hasard étaient de moins de 10 milliards contre 1. Ce sont les chimpanzés qui ont pris le plus de poids. Ils avaient 29 fois plus de risques d'être obèses en 2005 qu'en 1985. Mais même chez les rats de campagne, l'obésité a augmenté de 15% chaque décennie et ce de manière constante depuis 4 décennies. Les auteurs ont trouvé des études similaires avec les mêmes résultats ailleurs. 19% des chevaux de selle de race en Virginie étaient obèses en 2006 contre 5% en 1998. Les rats de laboratoire en France, dans des conditions identiques, avaient vu leur poids augmenter entre 1979 et 1991. Parce que les animaux sauvages et domestiques prenaient tant de poids et ce depuis au moins les années 1940, Allison et ses collègues ont remis en question le paradigme éculé selon lequel la marée montante de graisse humaine est due au manque d'exercice et à une mauvaise alimentation. Ils ont présenté ces cas d'animaux comme un avertissement pour nous tous concernant un facteur environnemental mondial inconnu. Ils ont intitulé leur rapport « Les canaris dans la mine de charbon ». Chers amis, voilà la fin de ce chapitre 12 concernant le diabète. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce contenu informatif très important puisqu'il s'agit d'un facteur environnemental encore trop peu connu qui est pourtant en permanence à nos côtés au travers de nos téléphones, de nos ordinateurs et qui provoque, vous imaginez après la lecture de ces chapitres, après l'écoute de ces chapitres, que ce facteur environnemental pourrait être la cause, un des grands facteurs, mais sinon la cause de beaucoup de nos maux. Je vous remercie, n'hésitez pas à commenter et likez s'il vous plaît pour faire remonter ce contenu informatif dans le système des algorithmes youtubesques. Je vous remercie et passez une bonne journée, une bonne soirée. Salut à tous.